et deux premiers sujets par lesquels nous allons commencer, le contrôle fiscal. Alors, il fait partie d'une série que nous débutons aujourd'hui, et ce contrôle fiscal, nous avons appelé les basiques pour l'entrepreneur. Pourquoi est-ce que nous avons appelé cette série les basiques pour l'entrepreneur? Parce que bien entendu, eh bien, le contrôle fiscal, c'est pour tout le monde, comme nous allons le voir. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins, 10h30, une chronique sur des sujets qui nous paraissent essentiels pour les entrepreneurs. Donc, petite citation que j'ai trouvée et qui est anonyme et que je vous livre. La justice fiscale, c'est comme la Sainte Vierge. Si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Et donc, Signé un fonctionnaire de Bercy. peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il est important de noter que le contrôle fiscal, c'est d'abord un grand moment de stress. Alors pourquoi est-ce que c'est un moment de stress? Parce que c'est un processus qui est mystérieux ou qui peut apparaître comme mystérieux, avec des conséquences qui sont inconnues et une courbe d'expérience relativement faible. Et donc, lorsqu'on est un entrepreneur et qu'on reçoit sa première demande d'éclaircissement, de renseignement de la part de l'administration fiscale, en général, on ne sait pas qu'il s'agit d'un moment essentiel qui finalement prépare un contrôle éventuel. On n'a pas forcément le réflexe de s'entourer dès le début de ce qui va devenir assez nettement un contrôle fiscal, assez fréquemment un contrôle fiscal. Et donc évidemment, on n'endort pas et on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé. On imagine le pire, donc un énorme moment de stress. Et dans toutes nos rencontres depuis des années avec les entrepreneurs, on peut dire que c'est une expérience partagée, collective d'entrepreneurs que d'avoir vécu ce moment de stress. Pour autant, vous avez bien le sentiment de perdre le contrôle et ça rajoute évidemment à votre stress, mais on peut dire que un contrôle fiscal, c'est normal. Pourquoi est-ce que c'est normal? D'abord parce que il y a environ 50 000 contrôles d'entreprise chaque année, statistique 2020. Ce qui veut dire que globalement, une entreprise est en moyenne contrôlée tous les 7 ans. Ça veut dire que si votre entreprise a 8 ans d'âge et qu'elle n'a pas encore été contrôlée, c'est une anomalie qui va se corriger statistiquement. Et donc, peut-être que vous serez contrôlé à partir de votre 4e année d'entreprise, peut-être que vous serez contrôlé à votre 12e année d'entreprise, mais de toute façon, votre contrôle fiscal, il est en train de se préparer, il va arriver. Enfin, ça représente 13 milliards d'euros de redressement en 2019 pour l'État français. Alors c'est un chiffre qui agrège, parce que je n'ai pas trouvé le chiffre du redressement fiscal d'entreprise, mais c'est un chiffre qui agrège les redressements fiscaux d'entreprise et les redressements fiscaux personnels. Mais gageons que la plupart de ces 13 milliards d'euros sont issus de vérifications, de comptabilité, de contrôles fiscaux d'entreprise. Et donc, vous voyez que du point de vue de notre société, à partir du moment où il existe un impôt, ou des impôts plutôt, qu'on est censé régler, eh bien, il est assez logique que l'État se dote de structures pour contrôler ce que vous avez déclaré, surtout, et on le verra, dans un certain nombre de cas où eh bien, l'État ne comprend pas. Et donc, pardon, je vous cite la source pour les 13 milliards d'euros, c'est la Cour des comptes. Et donc, la deuxième grande idée qu'il faut que vous compreniez, c'est que le contrôle fiscal obéit à des règles strictes. L'administration doit respecter ces règles scrupuleusement sous peine de nullité de son action. En contrepartie finalement des droits qu'on va donner collectivement à notre administration pour venir nous contrôler, eh bien elle doit elle-même respecter ces règles parce que sinon il y a nullité de son action. Il y a beaucoup de voies de recours et de dialogue. Ça n'est pas un coup près qui tombe, c'est un processus
dans lequel à chaque étape, vous avez le droit de faire entendre votre vision des choses, vos explications. Si vous n'êtes pas entendu, si on ne vous donne pas la possibilité légale d'être entendu, là aussi il y a nullité. Très bien, Maxime Donc, Logier. Je connais très bien son est-ce ex-femme. qu'on peut couper les micros peut-être de nos participants pour continuer? Merci. Enfin, le contrôle a une durée limitée. On ne peut pas avoir un agent du fisc qui s'installe à demeure chez vous et ça n'est pas le représentant du Parti communiste qui vient s'installer dans l'entreprise dans les pays de l'Est ou aujourd'hui en Chine et qui a droit finalement de tout voir et de tout superviser en direct. Un contrôle, ça a un début et une fin. Et donc, à l'intérieur de cette règle de fonctionnement, le contrôleur va vérifier un certain nombre d'années, ce qu'il a le droit de vérifier, etc., etc. Je vous ai fait une liste de ce que les experts fiscaux considèrent comme des signaux d'alerte, et il y en a 2 pages, mais je vais attirer votre attention sur le début de la liste, et puis on va les balayer ensemble pour que vous compreniez pourquoi ce sont des signaux d'alerte pour le fisc. Premier signal d'alerte, le retard dans le dépôt des déclarations. Alors, quel entrepreneur n'a jamais été en retard dans le dépôt de ses déclarations? La réponse est simple, personne. Et plus l'entreprise est petite, et plus fréquemment vous allez rater une déclaration de TVA, ou bien le dépôt de vos comptes annuels, ou bien une déclaration douanière, parce que peut-être vous ignoriez qu'il y a besoin de faire une déclaration douanière dans certaines situations, y compris sur les activités de service, etc., etc., etc. Et donc, tout cela aujourd'hui constitue finalement des points d'alerte pour l'administration fiscale. Et donc la première règle pour, je dirais, ne pas avoir un contrôle fiscal bête, c'est de déposer ses déclarations en temps et en heure. Et ça suppose d'avoir une organisation. L'entrepreneur n'est pas toujours, surtout au début, très musclé en collaborateurs qui sont capables de gérer cela de façon précise, mais c'est très important. Et donc, il faut faire appel à des professionnels en interne ou en externe pour s'assurer que votre compta est en ordre et que vos déclarations se font dans les bonnes dates. Deuxième point de vigilance, les discordances dans les déclarations. Encore une fois, il s'agit de la qualité de votre circuit comptable et fiscal. Et cette qualité, comme toutes les actions d'une entreprise, elle est plus ou moins bonne. Vous avez peut-être des défauts de qualité dans les produits ou les services que vous vendez à vos clients. Bien, vous avez probablement des défauts de qualité dans la production de déclarations fiscales. Eh bien, il faut mesurer que ces défauts de qualité sont autant de signaux d'alerte pour l'administration. On va rentrer à d'autres choses plus classiques, et dans un monde mondialisé, vous allez me dire que ça concerne peut-être tout le monde. Eh bien non, des relations avec l'étranger, c'est-à-dire avoir des clients et des fournisseurs étrangers, sont encore, pour l'administration fiscale, de ce que nous comprenons, des points de vigilance, et donc, notamment pour les aspects de TVA, bien sûr, mais pas que. Le fait d'avoir des filiales étrangères, et là, on ouvre des champs nouveaux de ce qu'on appelle des prix de transfert entre une entreprise de votre groupe et une entreprise qui serait située à l'étranger, prix de transfert sur lequel il y a des sujets fiscaux et donc sur lequel vous pouvez avoir à défendre vos options. Une entreprise avec des activités sensibles, il y a des métiers plus contrôlés que d'autres, c'est notamment le cas de la restauration et du bâtiment. Mais on pourrait dire aujourd'hui que le e-commerce fait partie aussi des cibles que l'administration fiscale aime bien vérifier, parce que évidemment, vous voyez que on a une forme de difficulté de compréhension de ces nouveaux modes de business et que il y a notamment sur les questions de TVA des questions qui peuvent se poser sur le e-commerce. Un taux de rotation de vos stocks trop faible. Pourquoi est-ce que vous avez du stock et que vous ne vendez pas? C'est un indice. Alors c'est un indice que tous les experts comptables connaissent pour les entreprises industrielles. C'est un point qui est inexplicable. Pourquoi il y a du stock et que le stock ne tourne pas? Je n'ai pas résisté, je vous en ai fait 2 pages. Un rendement du personnel faible.
Pourquoi? Eh bien, parce que si vous avez une entreprise, on va dire, qui vend en B2C et que finalement vous avez une masse salariale qui est importante au regard des comparables de vos métiers, eh bien l'administration fiscale va simplement soupçonner que vous dissimulez une partie du chiffre d'affaires, ce qui fait monter le taux de personnel. Ce sont des éléments qui permettent en fait au fisc de bien connaître les métiers et donc d'avoir un certain nombre de métriques qui leur permettent de voir tout de suite, et c'est des systèmes aujourd'hui qui sont automatisés et de plus en plus intelligents, de voir les écarts entre des sociétés de même nature, les écarts sur les différents postes. La déclaration de déficit important, il faut bien voir que lorsque vous déclarez des déficits, eh bien, vous allez pouvoir reporter ces déficits sur des bénéfices futurs. Et donc, du point de vue de l'État, ben, ça mérite d'être vérifié pour vérifier qu'il y a bien une vraie acceptation, une vraie possibilité de faire en sorte que ces déficits soient évidemment réels euh, et pas contestables. Avec les années Covid que nous vivons, il est évident que ce critère va être plus trouble et plus difficile à établir, mais en temps normal, en temps de fonctionnement habituel, c'est un point de vigilance. Donc si vous avez finalement décidé de passer un déficit important dans une année, il faut juste se dire que la conséquence, c'est que vous avez augmenté les chances qu'on vienne vérifier votre comptabilité. C'est pas illogique. Bien sûr, si vous avez déjà été contrôlé et que vous avez déjà fait l'objet d'un redressement éventuellement important, ben vous êtes maintenant sur la liste préférée de votre inspecteur des impôts au plan local qui va vouloir vérifier dans 2 ans ou 3 ans que vous avez bien corrigé ce qu'il a jugé comme illogique au moment de votre premier contrôle. Et puis enfin, et c'est plus classique, enfin c'est moins classique, pardon, c'est plus rare, la restructuration d'entreprise, parce que lorsqu'on va faire une restructuration d'entreprise, on va faire un certain nombre d'opérations bilancielles qui vont faire des mouvements importants sur la création notamment donc, de déficits potentiellement, et du coup, l'administration s'est dotée de gens spécialisés pour vérifier si vous avez bien passé l'ensemble des opérations dans le bon ordre et au bon montant. Donc, si vous faites de la restructuration d'entreprise, vous savez que vous allez devoir défendre vos choix comptables devant l'administration. Alors, oui, dernier point, et ça c'est assez facile à comprendre, si vous faites des transferts de fonds entre des sociétés de votre groupe ou dont vous êtes l'actionnaire, société bénéficiaire et société déficitaire, on va évidemment se demander si vous n'êtes pas simplement en train d'essayer d'échapper à l'impôt sur les sociétés. Encore une fois, ça n'est pas une opération à charge que l'État va mener contre vous, mais une opération de demande d'éclaircissement. Et après, il y a un certain nombre de doctrines pour lesquelles ils vont être d'accord ou pas d'accord. En conclusion, vous l'avez compris, il n'y a pas de raison d'imaginer que vous allez échapper au contrôle fiscal, et donc préparez-vous. Et quand je dis préparez-vous, c'est bien entendu porter un peu d'attention quelques journées par an à la qualité de votre information, à la qualité de vos archives, à la qualité de vos sauvegardes, de façon à ce que lorsqu'un contrôle fiscal vous demandera des informations sur une opération 3 ans en arrière, vous puissiez démontrer que vos dossiers sont bien tenus. Ce n'est pas la priorité pour les entrepreneurs d'avoir un service comptable qui fonctionne d'une façon exceptionnelle. Eh bien, c'est vrai, mais c'est au prix de risques supplémentaires. Donc, faites des investissements dans vos outils comptables, dans vos outils d'archives et préparez-vous puisque le contrôle est inévitable. Deuxième chose, votre expert comptable, c'est souvent la première personne qu'on appelle en cas de contrôle fiscal. Alors, c'est utile, c'est même indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Au fil de nos décennies avec les entrepreneurs, nous avons compris que l'expert comptable a lui-même sa propre expérience du contrôle fiscal et que cette expérience, elle n'est pas fondamentalement la bonne à tous les moments du contrôle fiscal. Donc, notre conseil, et depuis plusieurs années maintenant, c'est que dès le début d'un contrôle fiscal, vous créez une équipe entre vos équipes internes, votre expert comptable et un avocat fiscaliste.
Oui, ça coûte un petit peu d'argent, parfois beaucoup, mais c'est indispensable parce que c'est lui qui connaît finalement bien la procédure et qui peut vérifier qu'à toute étape, l'administration se comporte de façon irréprochable et qui vous aidera sur les parties finales, c'est-à-dire après le redressement, lorsqu'il s'agira de dialoguer avec l'administration fiscale sur les conclusions qu'elle a tirées du contrôle. Donc c'est un peu technique, je ne rentre pas dans le détail, mais retenez le conseil. Un expert comptable à vos côtés, c'est très utile, c'est indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Il vous faut renforcer votre équipe de conseil autour de vous. C'est un sujet important avec des conséquences qui sont potentiellement sérieuses. Au fil de nos années, nous avons rencontré des entrepreneurs qui se sont retrouvés pris dans des spirales de contrôles successifs parce que le premier contrôle s'était mal passé et avec des montants qui étaient totalement dingues par rapport à la taille de leur entreprise. Donc, il faut le savoir, ça peut parfois devenir illogique, ça peut parfois devenir tellement important que ça va peser lourdement sur vous, vos finances et votre entreprise. Il faut éviter ça au maximum, mais quand ça arrive, il faut savoir que c'est un sujet à prendre avec sérieux. On va chercher les recommandés qui nous sont envoyés, on les lit en détail, on essaye de comprendre, on se fait accompagner de professionnels. Souvent, un contrôle qui tourne mal, c'est un contrôle dans lequel l'entrepreneur a essayé de tout gérer lui-même. Et bien, c'est trop technique, c'est trop complexe. Vous ne pouvez pas gérer vous-même un contrôle fiscal. En tout cas, nous ne vous le recommandons pas. Dernière chose, vous devez agir professionnellement malgré le stress. Ça veut dire que toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en rapport font leur travail. Et donc, même si ça ne vous fait pas plaisir, vous restez courtois, vous restez professionnel. Et plus vous serez courtois et professionnel, et plus vous accueillerez finalement le contrôle fiscal comme quelque chose de normal, un peu comme une inspection qualité qui viendrait d'un de vos fournisseurs. Ça n'est pas agréable à vivre, une inspection qualité, mais ça fait partie du business dans un certain nombre de domaines, notamment l'industrie, notamment l'agroalimentaire, bien entendu. Vous avez des standards à respecter dans vos métiers. Il est normal que vos partenaires, parmi lesquels l'État, veuille vérifier que vous fassiez les choses bien.